Alors, je voulais aborder tout d'abord un sujet extrêmement important, celui de la manipulation. Parce que quand je vois les commentaires des différentes vidéos que l'on réalise, notamment Hegemon avec Karim Béchégolofko, mais également d'autres avec USFindy, je remarque qu'il y a une polarisation entre deux perspectives. D'un côté, on a les russophobes primaires que l'on retrouve au niveau des LCI. Eux, on les connaît. Globalement, je comprends. Ils ont une cohérence qui leur est propre. Ils sont dans leur délire et ils jouent leur rôle. Et de l'autre côté, on a les russophiles primaires. Ces russophiles primaires sont des gens qui déifient la Russie, pour qui il s'agit d'un pays saint, sacré, divin, et Poutine serait une forme d'être parfait. Quoi qu'il fasse, on ne doit qu'applaudir, on n'a pas le droit de critiquer la stratégie russe, même quand on est pro-russe. On doit être aligné totalement sur la propagande russe. Donc, au fait, c'est une copie, tout simplement un calque des russophobes, mais dans une logique inversée. Donc, les premiers, pour l'Occident, c'est l'axe du bien, le monde de la liberté, la Russie incarne le mal. Les autres ne font qu'inverser en réalité la logique. Or, l'époque réclame un minimum d'esprit critique et un minimum de distance à prendre, autant vis-à-vis du narratif américain que du narratif russe. D'où le fait que chacun de nous doit s'informer auprès de différentes sources, c'est-à-dire écouter ce que disent les Russes, dans toutes leurs courants et leurs tendances, parce qu'ils ne sont pas tous d'accord. Donc, il y a différents analystes. Aujourd'hui, avec ChatGPT, on peut traduire n'importe quel article du russe vers le français avec une exactitude extrêmement importante. Il faut écouter ce que disent les Ukrainiens, qui, pareil, ne sont pas tous d'accord entre eux. Donc, il y a une presse ukrainienne, donc il faut écouter ce qu'ils disent également. Et puis, la presse occidentale. Moi-même, j'essaie d'écouter tout le monde. Je suis abonné à des journaux pour être tenu informé quasiment en temps réel, Bloomberg, Washington Post, etc. Ce qui me permet de croiser, de combiner différentes données et d'avoir une lecture plus affinée et plus fidèle à la réalité, plutôt que de m'aligner tel un mouton sur une propagande particulière. Tout le monde fait de la propagande, autant les Russes que les Américains, que les Ukrainiens, que la Chine, etc., que l'Iran, Israël, etc. Et il ne faut surtout pas tomber dans ce piège-là. Maintenant, la question, comment savoir que vous êtes manipulé par une propagande ou par une autre, c'est quand vous êtes confronté à un analyste, un expert ou un youtubeur qui vous dit tout le temps ce que vous avez envie d'entendre. C'est quelqu'un qui vous conforte tout le temps dans votre certitude, en alimentant votre certitude déjà par d'autres arguments qui sont souvent sélectionnés, biaisés de telle manière à coller à leur discours. D'où le fait que ce sont des gens souvent très cohérents. Parce que comme ils maintiennent une seule et même ligne de propagande, bah, globalement, ils ne font que creuser davantage la même ligne de fuite. Parce qu'en réalité, toute propagande est une ligne de fuite. Et de ce point de vue, les gens qui dérangent, qui apportent une lecture qui ne colle pas forcément avec le narratif de telle ou telle propagande, bah, naturellement deviennent un objet de défoulement et de lynchage, que je vois dans les commentaires. Des commentaires totalement ahurissants avec une forme d'agressivité. C'est comme si, avec notre analyse critique, on a dérangé des gens dans leur certitude profonde et dans leur zone de confort. Donc, ils ne veulent rien savoir d'autre que ce qu'ils savent déjà. Je veux pas savoir où tu vas quand tu viendras. Je veux pas savoir, ça me fout le cravache, je veux rien savoir. Et tout discours qui ne conforte pas leur certitude est un discours qui est problématique. Et là, je ne parle pas que des russophiles, mais de tout le monde, russophobes, russophiles, etc. Deuxième élément, les maîtres de la stratégie, de par l'histoire, notamment Sun Tzu dans l'art de la guerre, mais également von Clausewitz, Machiavel, etc., nous ont appris un certain nombre de règles qui permettent d'introduire ou d'intégrer cet esprit critique. Premièrement, la première étape pour ne pas perdre un conflit, c'est de commencer par respecter son adversaire. Donc, ridiculiser en permanence son adversaire, par exemple, je prends l'exemple des russophiles, l'OTAN, l'Alliance Atlantique Nord, Transatlantique Nord, l'OTAN, c'est des bras cassés, c'est des incapables, ils ont été massacrés en Ukraine, ils ont été humiliés, ils ont perdu, blablabla. Là, c'est une manière de tomber dans l'erreur de ne pas respecter son adversaire, de ne pas évaluer factuellement et objectivement les moyens, les aptitudes et les qualités de son adversaire. Pareil par rapport à l'armée ukrainienne, je vois des commentaires, c'est des bras cassés, c'est des mercenaires, etc. Non, il y a parmi eux des patriotes, des gens qui se trompent de patriotisme peut-être, mais de leur point de vue, il s'agit d'un patriotisme. Ils défendent un certain nombre d'idées pour lesquelles ils sont prêts à mourir, notamment la première armée ukrainienne, pas celle d'aujourd'hui, parce qu'il y a eu un renouvellement avec les pertes.
Et la plupart aujourd'hui qui sont en France sont obligés d'être francs. Mais pendant 2 années de guerre, il y avait des gens qui tenaient bon, qui combattaient jusqu'à la mort, d'où le fait que l'armée russe a eu de grandes difficultés à conquérir un certain nombre de villes parce qu'elles étaient défendues jusqu'au dernier. Pareil du côté russe, il ne s'agit pas que des gens qui viennent de combattre pour l'argent, il y a de tout. Il y a des patriotes comme en Ukraine, il y a des mercenaires comme en Ukraine, il y a de tout. Donc de ce point de vue, il faut apprendre à respecter son adversaire, qu'il s'agisse de l'OTAN, des États-Unis, d'Israël, de ce que vous voulez, de l'Iran, de ce que vous voulez. La deuxième étape, c'est d'évaluer factuellement et objectivement ses propres moyens et ses propres limites et ses propres qualités. C'est pourquoi je dis, connaissez l'ennemi et connaissez-vous vous-même. En sans bataille, vous ne courez jamais aucun danger. Quand vous ne connaissez pas l'ennemi, mais que vous vous connaissez vous-même, vos chances de victoire ou de défaite sont égales. Si vous êtes à la fois ignorant de l'ennemi et de vous-même, vous êtes sûr de vous trouver en péril à chaque bataille. Sun Tzu. L'art de la guerre. Afin d'élaborer une stratégie qui ne soit pas décalée par rapport aux moyens dont on dispose, mais qui soit adéquate. Et de ce point de vue, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Moi, je vois dans les commentaires, des fois, dire « Ah, la Russie peut défoncer l'OTAN, elle va balancer 45 Oreshnik », alors que Poutine lui-même a déjà dit à plusieurs reprises que nous n'avons pas les moyens pour affronter sur le plan d'une guerre conventionnelle l'OTAN. Leur budget de défense représente environ 40% des dépenses mondiales de défense. Les États-Unis représentent 39% des dépenses mondiales, tandis que celui de la Russie est de 3,5%. Compte tenu de ce ratio, allons-nous vraiment nous battre avec l'OTAN? C'est tout simplement absurde. Вот напридумывали, что Россия хочет напасть на НАТО. Вы сбрендили совсем, что ли? Тупые вообще, как этот стол? Кто это придумал? Это чушь, понимаете? Бред собачий. Si Poutine le dit lui-même, alors on a des gens dans les commentaires des vidéos qui savent mieux que Poutine les moyens de l'armée russe. C'est quand même dingue. Pareil, on a des gens qui s'informent uniquement par YouTube et qui viennent, par exemple dans le dernier épisode d'Hegemon, j'ai parlé d'Oreshnik comme étant un missile balistique de moyenne portée, bon, hypersonique et tout, mais balistique dans la forme de la trajectoire qu'il prend, c'est-à-dire qu'il sort de l'atmosphère pour par la suite piquer quasi verticalement avec une vitesse extraordinaire de Mach 10, Mach 11, Mach 12. Alors dans les commentaires, on dit « Ah bah l'intervieweur est un débile, il ne sait pas que l'Oreshnik n'est pas un missile balistique ». C'est une autre technologie. J'ai vu une vidéo de Jean-Pierre Petit qui explique blablabla la technologie MHT. Ce n'est pas un missile balistique. Or, Poutine lui-même qualifie l'Oreshnik de missile balistique. Alors, je propose de partager avec vous une courte vidéo de 20 secondes où Poutine lui-même qualifie l'Oreshnik de missile balistique à moyenne portée. В условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности. В данном случае с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Voilà, donc on a Poutine qui le qualifie de missile balistique, mais on a des gens sur YouTube qui connaissent mieux que Poutine ce qu'est le missile Oreshnik. Donc j'invite les gens pas tout le monde, je parle d'une minorité, à davantage d'esprit critique, de prendre un certain nombre de distances avec la plupart des narratifs et d'adopter la stratégie de l'approche de la lecture croisée des différentes sources et données et de ne pas être plus royaliste que le roi. Donc quand la Russie elle-même dit qu'elle n'a pas les moyens d'affronter directement sur le plan conventionnel l'OTAN, c'est que Poutine a de bonnes raisons de le dire. Il a l'arme nucléaire qui effectivement empêche toute attaque de l'OTAN. D'ailleurs, on a vu des responsables de l'OTAN qui ont dit ouvertement et publiquement que si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on aurait attaqué la Russie. Donc, ils le disent ouvertement. I'm absolutely sure if the Russians did not have nuclear weapons, we would have been in Ukraine, kicking them out. We would have. But they have nuclear weapons, so it's not the same as in Afghanistan. Ce qui les retient, c'est l'arsenal nucléaire russe principalement. Donc ça, c'était une forme de bémol qui me paraissait indispensable.